Bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de l'extension du marché halal, comment on est passé de la boucherie islamique de quartier à l'économie islamique globale. Alors quelques points, quelques éléments sur ma démarche. Ma démarche est anthropologique, hein, j'ai cette formation initiale et ma démarche se rapproche de la sociologie pragmatique, dite aussi sociologie des épreuves, qui est une approche constructiviste. En gros, je m'intéresse à la construction de la norme halal à partir des discours publics, quels qu'ils soient, qui la concernent. Je ne décrète pas la primauté du religieux sur ce standard. Je ne prends en compte la dimension religieuse que pour autant et dans la mesure où cette dimension est convoquée dans les... Et certains donc ont avancé que le halal appartenait à la famille des produits éthiques et qu'il serait une sorte de bio pour les musulmans. Ça c'est Raphaël Liogier qui dit ça. Alors c'est pas du tout mon avis. Certes, le halal a bénéficié de l'ouverture du marché aux produits éthiques, mais il ne peut pas être considéré comme un produit éthique, il est tout simplement un produit religieux. Et alors vous allez me dire que tout cela est une évidence, mais si on y réfléchit, un produit fabriqué par l'industrie en masse pour une certaine catégorie de consommateurs selon des principes supposés religieux n'a rien d'évident lorsqu'il s'agit d'un produit industriel conçu et produit en dehors, et parfois sans, les institutions religieuses. Par exemple, le label halal est apposé sur des viandes issues d'animaux abattus en conditions industrielles, je l'ai dit, selon un très petit nombre d'instructions. Ceci alors que traditionnellement, les procédés d'abattage licites varient d'une culture, d'un rite, d'une époque à l'autre, selon des modalités qui ont été discutées et disputées pendant des siècles par des juristes musulmans. Alors comment expliquer le succès de cette standardisation? Comment expliquer la création d'un standard religieux réduit à de simples instructions pour la machine industrielle? Comment expliquer que 30 ans après les premiers abattages industriels apparaissent les burkinis, les bikinis halal, les séjours en hôtel et plages halal, les médias halal, etc. Donc tout cela mérite quelques explications, à condition bien sûr que l'on ne considère pas qu'on a affaire à un grand marché de dupes. C'est ce que j'entends souvent, on me dit souvent, mais le halal, vous savez, n'est qu'un grand business, sous-entendu, les musulmans sont les dindons de la farce. En réalité, c'est une impossibilité économique, aucun marché de dupes ne survivrait longtemps. Je vais donc vous parler de la création du marché halal et des logiques qui sous-tendent son extension. Pour ma démonstration, j'ai eu besoin d'un certain nombre de préalables et notamment d'une rupture assez radicale avec la présentation du halal tel qu'on le voit exposé dans les brochures commerciales, sur les sites religieux, mais aussi dans les journaux de marketing et même des sciences sociales. La plupart du temps, le halal y est décrit comme un ensemble de régulations islamiques traditionnelles stables qui auraient été adaptées d'une certaine manière au monde moderne. Est-ce que c'est vraiment une adaptation au monde moderne ou est-ce que ce n'est pas une coproduction à la fois religieuse, économique, politique? Et pour parvenir à cette démonstration, j'ai considéré le standard halal, si vous voulez, un peu comme une boîte opaque, une boîte noire. Et le jeu des acteurs consisterait donc à définir son contenu, un standard, mais aussi à le contester. Le définir pour produire et stabiliser les échanges marchands, et les contester pour gagner des parts de marché contre ses concurrents. Le terme halal se prête particulièrement à ce jeu car halal veut dire en français licite, ce qui est très vague évidemment. Alors ce jeu se joue sur deux marchés connectés, qu'ils connectent entre eux de fait, le marché économique et le marché religieux. Remporter la définition du halal, c'est accroître ses parts de marché, mais dire le halal, le licite et l'illicite, c'est dire la loi religieuse, et donc accroître sa légitimité sur le marché religieux. Alors pour rendre tout ceci un peu plus intelligible, je vais diviser mon exposé en 5 parties. D'abord, je vais examiner rapidement les usages du terme halal. Ensuite, on va voir
quand et comment, dans quelles circonstances historiques, religieuses, légales, ce marché mondialisé du halal est apparu au XXe siècle. Nous passerons en revue les principales étapes de développement de ce marché, né au tournant néolibéral des années 1980 jusqu'à aujourd'hui. Et enfin, j'expliquerai les dynamiques d'extension du marché qui est passé donc de la petite boucherie de quartier à ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie islamique globale. Et si j'ai le temps, je vous parlerai de cette notion d'écosystème. Alors, dans le Coran, la première source d'inspiration en islam, le terme halal se comprend essentiellement par rapport à son antonyme haram, interdit. Ce qui est permis, c'est ce qui n'a pas été formellement interdit. L'antonyme haram représente à la fois ce qui est interdit et ce qui est sacré. Par exemple, la Kaaba à la Mecque est à la fois interdite et sacrée. Donc haram, c'est l'exception, la pureté autant que l'interdit. Symétriquement, on peut en déduire que ce qui est licite est ce qui n'a pas de caractère sacré, qui est profane. Dans la jurisprudence, autre source d'inspiration religieuse, les juristes musulmans ont adopté un système de qualification des actes plus progressif qui a abouti aux 5 catégories de l'action: obligatoire, recommandé, indifférent, répréhensible et interdit. Le licite est traduit par mubah, positionné au milieu. Le licite, si vous voulez, c'est ce sur quoi en fait rien n'est dit. On est là donc très loin d'une définition substantielle de halal comme celle que propose aujourd'hui le marché du même nom. Sur le marché, halal est considéré comme une qualité. On peut distinguer 3 catégories de marchandises qui portent ce label: celles qui résultent d'un processus de transformation, c'est l'abattage rituel; celles qui ne contiennent ou n'ont été en contact avec aucune substance déclarée illicite, c'est le principe de contagion; et, c'est plus récent, les biens et services conformes à la charia, tantôt traduits par loi ou par éthique islamique, c'est le principe de conformité. Alors c'est la mode, le tourisme, les loisirs, la finance halal, etc. En termes de répartition, cela donne cela. Je vous laisse lire les chiffres qui concernent donc les 7 secteurs du halal. Ce sont évidemment des estimations, je reviendrai sur la construction des chiffres plus tard. Alors pour moi, il y a un troisième usage du terme halal, c'est le halal comme espace normatif. C'est le halal, hein, substantivé, comme espace symbolique, un espace de vie où tout serait rendu licite pour le bon musulman. Alors je fais remonter le marché halal au XXe siècle, aux années 1980. Voici les étapes de son extension entre 1980 et aujourd'hui. Voilà, alors là je vous ai dessiné les étapes de l'extension du périmètre du halal. Donc les années 1980, c'est l'apparition du marché mondialisé de la viande halal. Les années 2000, c'est l'extension à tout produit incorporable, aliments, mais aussi médicaments, cosmétiques, etc. Et les années 2010, c'est l'extension du halal aux produits et services éthiques, le mariage de l'industrie halal et de la finance islamique, ou en tout cas les tentatives de les marier. Et les années 2020 seront probablement les années du halal digital, mais j'y reviendrai lors d'une autre séance. Alors avant de détailler ces étapes, parlons de ce qu'il y avait avant les années 1980. Sur le plan religieux, durant tout le XXe siècle, le verset 5 de la sourate 5 du Coran domine. Et que dit ce verset 5 de la sourate 5? Il dit que la nourriture des gens du livre, c'est-à-dire des chrétiens, des juifs et de leur tradition, est licite. Cela veut dire que dans les pays comme les pays européens, de tradition chrétienne, la viande est licite et qu'il n'y a pas besoin de marché halal. Cette fatwa du Transvaal, prononcée par Mohamed Abdou, grand moufti d'Égypte et leader du mouvement de ce qu'on appelait le renouveau musulman,
ou de la réforme qui s'est déployée vers la fin du XIXe siècle, durant la période coloniale. Alors cette fatwa, cette opinion religieuse de Mohamed Abdou, répond à la lettre d'un musulman indien qui lui a été envoyée donc par un musulman indien stationné en contingent dans la région sud-africaine du Transvaal. Et dans cette lettre, il s'inquiète de savoir si la viande abattue en Afrique du Sud par des chrétiens est licite pour les musulmans. Et Mohamed Abdou lui répond, c'est ça la fatwa du Transvaal, il lui répond sans équivoque que la viande produite par les chrétiens et les juifs, ainsi que leur tradition, est licite aux musulmans. Il se base sur le verset 5 de la sourate 5 qui dit que la nourriture des halal kitab, des gens du livre, est permise aux musulmans. Il retient la position du juriste malikite du XIe siècle, Abu Bakr ibn Arabi. Donc si la nourriture des gens du livre est licite, il n'y a pas besoin, a priori, d'un marché de viande halal pour les musulmans en pays non musulmans. Pourtant, on trouve dans la législation britannique une mention d'un abattage mahométan dès les années 1920. Alors pourquoi? Puisque les autorités les autorités religieuses ont statué sur la licéité des viandes produites dans les pays chrétiens. Alors on doit l'entrée de cette mention d'un abattage mahométan dans la législation britannique au brigadier général Charteris, membre conservateur du Parlement écossais. Dans les années 1920, on discutait donc en Écosse du Slaughter of Animals Act qui devait imposer l'assommage ou des méthodes d'étourdissement pour les animaux avant de les mettre à mort pour réduire leur souffrance. Et Charteris était un fervent défenseur des animaux, mais il était aussi très soucieux des intérêts économiques de son pays. Alors que l'on discutait d'une exemption demandée par les rabbins pour les juifs, pour la shrita, afin qu'ils ne soient pas obligés d'assommer les animaux avant abattage, le général Charteris suggéra que cette exemption soit également étendue aux musulmans. À un parlementaire qui lui objectait que les autorités islamiques n'étaient pas demandeuses de cette exemption, le général avait répondu que les lascars, ces matelots indiens musulmans de l'Empire britannique qui faisaient la navette entre l'Empire et les îles britanniques, se mettraient très en colère si on leur interdisait d'abattre les animaux selon leurs coutumes et que cela n'était pas bon pour les affaires. L'argument remporta l'adhésion du Parlement et la clause 8 du Slaughter of Animals Act fut amendée et l'abattage mahométan entra dans la législation britannique. Cela va créer un précédent. Les pays européens vont par la suite adopter cette législation, cette exemption plutôt, sans même que les autorités religieuses l'aient demandé formellement, en s'inspirant donc de la réglementation exemptant donc la shrita, l'abattage selon la méthode juive qui existe depuis des siècles. Et cela bien qu'il n'exista pas chez les musulmans quelque chose de comparable à la cacheroute. Alors à une exception près, on pourrait dire, en tout cas celle que j'ai trouvée, il y en a peut-être d'autres mais c'est la seule que j'ai trouvée, une exception qui est le cas de la Chine. Il existe depuis plusieurs siècles un signe distinctif pour marquer l'espace musulman dans certaines régions de Chine. Et l'expression Qingzhen est traduite selon les cas par islamique, pur ou authentique ou propre ou saint. D'après l'historien chinois Ma Shouqian, cette expression serait d'origine juive et avant la dynastie Yuan, c'est-à-dire aux alentours du XIIIe siècle, aurait désigné à la fois ce qui avait trait au judaïsme et à l'islam. C'est avec la dynastie Ming, donc à partir du XIVe siècle, que ce signe holistique servira à identifier les musulmans, leur culture, leur espace, leur nourriture. Rappelons que la présence musulmane en Chine date du 7e siècle, donc quelques décennies après la mort du prophète de l'islam. Le Qingzhen a été peu étudié alors que
D'après ce que j'ai lu, cela semble très similaire au kasher, donc un système pré-industriel qui permet à la diaspora de maintenir une certaine autonomie politique, économique et financière. Voilà donc pour l'exception chinoise. Un autre cas très récent, qui date des années 70, de proto-halal, mais qui n'est pas comparable à la cacheroute cette fois-ci, est celui de la Malaisie, un petit pays d'Asie du Sud-Est, qui a mis en place un système de discrimination positive par l'économie pour soutenir la minorité musulmane malaise. Donc, dans les années 1970, après une série d'émeutes ethniques, le gouvernement malaisien entame une réforme économique sous le nom de New Economic Policy, une réforme de très grande ampleur qui doit permettre une meilleure intégration économique des Malais face à la domination de la minorité chinoise qui tient les cordons de la bourse. À cette époque, la minorité musulmane malaise est travaillée par un mouvement de renouveau islamique porté par des prédicateurs rigoristes d'origine indo-pakistanaise et arabe. Le gouvernement va imposer une certification de conformité islamique aux denrées comestibles animales ou transformées, ainsi que les boissons et à toutes les viandes importées de l'étranger. Le pays va se doter d'une législation et d'instruments bancaires charia compatibles, des instruments, donc je l'ai dit, destinés à développer et favoriser la minorité malaise. Alors le modèle malaisien va avoir une certaine influence sur la formalisation de la norme halal. Nous allons y venir. Venons-en maintenant à la description des étapes de naissance et de développement du marché halal mondialisé. Les technologies permettent dès la fin du XIXe siècle de transporter à travers les mers et océans des cargaisons de carcasses congelées vers les colonies de l'Empire britannique. C'est à partir des années 1960 que s'intensifient les échanges commerciaux entre les pays industriels non musulmans et les pays du Moyen et Extrême-Orient pour des raisons démographiques, de développement économique, grâce notamment aux rentes pétrolières et minières. Au début, les pays musulmans sont peu regardants sur les aspects rituels, ils sont préoccupés essentiellement par leur développement économique. À l'arrivée sur leur sol, les autorités douanières s'assurent que les cargaisons ne contiennent pas de porc. Seules l'Arabie saoudite et l'Égypte demandent, à l'occasion, une contre-signature de leurs ambassades, au départ, pour satisfaire les franges les plus religieuses de leur population, mais il n'y a pas de contrôle de l'abattage à la source. La nourriture des gens du livre est licite. C'est plus tard, vers la fin des années 1970, qu'à cette assurance passive va se substituer un contrôle actif des pays importateurs musulmans sur les chaînes d'abattage des pays industriels non musulmans. Et un événement particulier va donner une impulsion décisive au développement du marché mondialisé des viandes halal, c'est la révolution iranienne et l'instauration d'un État qui se proclame islamique. Accusant l'Occident d'exporter en Iran et dans les pays musulmans sa viande mauvaise et pourrie, avariée, je cite, l'ayatollah Khomeini, dès son arrivée au pouvoir en 1979, déclare solennellement illicite les viandes occidentales et en interdit l'importation. Cette mesure est destinée à envoyer un message au monde, à affirmer les frontières symboliques et physiques du domaine de l'islam, mais elle ne tarde pas à produire des effets négatifs sur le plan économique intérieur. Pour éviter la grogne des populations urbaines de classe moyenne, le Guide suprême va autoriser l'importation de cargaisons de viande dûment contrôlées sur les lieux de production par des missionnaires haut gradés qu'il envoie sur place, donc dans les pays occidentaux. Ce qui apparaît comme une simple opération de contrôle
aboutit en définitive à la délimitation d'un espace protégé dans l'activité économique des entreprises non musulmanes. Les mollahs ne vont pas exporter leurs règles d'abattage islamique traditionnelles dans les abattoirs de Nouvelle-Zélande, par exemple. Ce serait complètement infaisable. Ils vont plutôt islamiser les chaînes d'abattage existantes et les placer sous leur contrôle en imposant une méthode industrielle rituelle, dit halal, et un sacrificateur musulman sous leur contrôle. Les industriels acceptent, car ils n'ont pas vraiment le choix, surtout un petit pays comme la Nouvelle-Zélande qui est complètement dépendant de ses exportations. Ils acceptent car ils parient aussi sur les bénéfices énormes à venir de l'énorme marché musulman mondial qui n'est pas encore entré complètement dans l'économie de marché. Contrôler la licéité de la viande va devenir une activité commerciale lucrative pour laquelle les associations musulmanes en diaspora dans les pays non musulmans, qui sont toujours en recherche d'argent, vont se disputer le contrôle. La Ligue islamique mondiale, organisme de prédication rigoriste financé par les Saoudiens, mais dont les cerveaux se trouvent plutôt chez les frères musulmans, va tenter de faire du contrôle halal un moyen de financement de la dawa wahhabite dans le monde non musulman. L'Arabie saoudite, donc, qui est le grand rival idéologique de l'Iran dans l'affrontement chiite-sunnite pour le contrôle de la prédication islamique dans le monde, veut faire du contrôle de la viande un instrument de financement religieux. Donc, concrètement, en échange de l'argent du contrôle de la viande halal destinée aux pays du Golfe, la Ligue islamique mondiale demande aux associations de musulmans immigrés de s'engager à fédérer l'islam local, à dépasser les clivages ethniques, culturels et linguistiques pour prêcher un islam wahhabo-compatible. Mais bien sûr, la Ligue islamique mondiale ne fait pas seule la loi dans le commerce international et évidemment, elle va être très vite dépassée par d'autres associations, d'autres individus qui vont se lancer donc dans le business de la certification halal pour tel ou tel pays. Ce qui va se traduire sur le marché par la multiplication d'agences de contrôle, un marché très compétitif de la certification halal, où bien souvent la norme la plus stricte, la plus sévère, est considérée comme étant la plus couvrante et la plus islamique. Donc là, nous sommes au début, au milieu même des années 1990. C'est à ce moment-là que se clôt l'espace alimentaire musulman, qu'il se résorbe sur l'espace musulman. Certes, la viande des gens du livre est licite, mais désormais, elle ne l'est que sous contrôle musulman. C'est donc la fin de la parenthèse transvalienne et le début du marché halal global. Deuxième étape, cette deuxième étape commence donc dans les années 2000. Elle correspond à la période qui suit la publication en 1997 des directives halal du Codex Alimentarius. En quelques mots, le Codex, c'est un ensemble de normes, de lignes directrices et de codes d'usage destinés à protéger les consommateurs et faciliter le commerce international. Donc, il a été créé par la FAO et par l'OMS. Il contient des dispositions sur l'hygiène alimentaire, les additifs, l'étiquetage. Par exemple, il va définir la composition du miel, sa teneur en eau, en sucre, etc., pour que les acteurs économiques soient sûrs qu'ils échangent la même marchandise. Donc c'est un instrument essentiel du marché mondialisé et pour la lutte contre ce que l'OMC appelle la lutte contre les obstacles techniques. C'est donc un organe, le Codex, de référence de l'Organisation mondiale du commerce pour la loyauté des échanges. Ces commissions au Codex sont composées de délégations de la plupart des États du monde. Les normes Codex sont d'application volontaire et s'appliquent après les dispositions des législations nationales.
Alors ces directives halal ont été réclamées et adoptées pour faciliter le commerce qui concernait à l'époque essentiellement les viandes. Et la Malaisie, qui est très en avance dans ce qu'elle appelle la science du halal, a rédigé cette norme qui va bien au-delà des dispositions à prendre en matière d'abattage rituel. C'est là que c'est intéressant. D'abord, c'est une curiosité en droit commercial international puisque ces directives halal introduisent la, je cite, loi islamique dans le codex, donc au cœur de la machine commerciale mondiale. Ensuite, ces directives élargissent considérablement le périmètre du halal, puisque il y a des dispositions sur l'abattage rituel, mais aussi sur l'étiquetage des aliments. Elle prévoit que les produits, les process, les environnements pourront porter le label halal s'ils ne contiennent pas ou ne sont pas contaminés par des substances illicites selon la dite loi islamique, à savoir, jusqu'à nouvel ordre, le porc, l'alcool, la viande non rituelle à des doses microscopiques. Alors ceci peut paraître anodin, or en réalité les conséquences de ces directives sont très importantes sur le périmètre du halal. Parce que porc, alcool et protéines animales sont omniprésentes dans l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique, et ceci à des taux quasi indétectables. Additifs, colorants, épaississants, exhausteurs de goût, traces, tous ces produits vont devenir donc suspects. Les entreprises vont ainsi proposer de les halaliser pour qu'ils soient consommables par les musulmans. Et donc avec ces directives, on est passé de la pureté rituelle à la pureté industrielle qui va élargir à l'infini le domaine du halal. On a changé de paradigme, on est passé de tout ce qui n'est pas interdit est permis à tout ce qui n'est pas permis est interdit ou suspect de l'être. La dynamique d'extension du marché halal est donc la suivante. La halalisation est le deuxième temps de la haramisation. Dès lors que quelque chose est déclaré illicite, on pourra en proposer sur le marché une version labellisée licite, halal. Exemple, déclarer illicite l'ADN de porc conduit par exemple à halaliser le poisson. Je ne parle pas du poisson sans écailles. Les poissons à écailles qui se sont nourris de déchets d'emballage de jambon au fond des mers peuvent être positifs au détecteur d'ADN de porc. Donc, le poisson étant possiblement haram, on pourra en proposer une version halal. L'eau également pourra porter une étiquette halal dès lors que l'entreprise garantit qu'elle a été embouteillée dans un espace sans substance impure. Voir le corps d'une femme est interdit, le burkini, c'est un bikini halal. Donc la halalisation est toujours le deuxième temps de la haramisation. Donc halal n'est pas le contraire de haram, ce n'est pas comme le prétend par exemple notre collègue Nilufer Geule une ouverture au milieu de l'interdit, c'est au contraire une façon d'accommoder les interdits et d'acclimater à la présence d'un écosystème islamique. La logique d'extension du halal concerne les produits mais aussi les espaces. La multiplication des interdits a augmenté l'anxiété des acheteurs de halal. Les acteurs du marché halal global cherchent ainsi à rassurer les consommateurs en assurant la continuité de l'espace halal pour le confort de ceux qu'ils appellent désormais les consommateurs musulmans, afin qu'ils ne soient donc jamais confrontés à de l'illicite. La tranquillité de l'esprit, the peace of mind, c'est la préoccupation de la multinationale Nestlé, plus grand producteur de halal dans le monde, qui, comme un de ses directeurs exécutifs l'expliquait, veut aider à propager la conscience du halal dans le monde. La multinationale participe ainsi activement à la création d'une communauté culturelle particulière, les consommateurs musulmans, auxquels il acclimate le monde, comme s'il n'y avait qu'un islam, qu'une sorte de musulmans placés sous la dite loi islamique, ce qui bien sûr ravit les courants fondamentalistes.
On peut parler d'affinité élective entre néolibéralisme et fondamentalisme, pour reprendre l'expression de Weber. Troisième étape d'extension du marché halal, la naissance du marketing islamique. Alors, la crise des caricatures danoises en 2005-2006 semble avoir été l'événement déclencheur de la création, de l'institutionnalisation du marketing islamique comme discipline académique. Les firmes danoises et toutes celles qui ne se sont pas excusées de l'offense faite aux musulmans à la suite de la publication par les journaux de leur pays de caricatures mettant en scène le prophète ont subi des pertes colossales, des millions de dollars en quelques mois, laissant abasourdis les conseillers stratégiques des plus grandes firmes du monde. Ils vont alors plancher pendant des mois et tenter de rebondir, comme ils disent, transformer le problème en opportunité, le risque en avantage. Donc on voit ici deux des inventeurs, les deux principaux inventeurs du marketing islamique, le docteur Bakr El-Zerran, professeur à l'Université des Émirats arabes unis, auteur de Les principes du marketing islamique, et Paul Temporal, un spécialiste du marketing et du branding, auteur de Islamic Branding and Marketing. Ils affirment tous deux que si toutes les formes d'activité sociale, politique, économique sont gouvernées par la loi chariatique, le branding et le marketing, eh bien, le sont aussi. Voilà, et ces discours vont être validés par le monde académique et notamment par les départements de marketing. La Saïd, mais pas seulement, la Saïd Business School, école de commerce de l'université d'Oxford, deuxième rang mondial, organise le premier forum mondial de marketing islamique en 2010 et naît ensuite le premier journal international de marketing islamique. Alors, ce journal est soutenu par une sommité dans le monde du marketing, Philip Kotler, qui est le père américain du marketing moderne, qui est la référence absolue de la discipline, avec à son compteur 57 ouvrages. Les meilleurs profils du marketing, des acteurs du marché, des frères musulmans, comme ici Tariq Ramadan, professeur à la Saïd Business School, tous sont liés à des firmes ou associations qui produisent ou soutiennent le marché halal, présenté bien sûr sous ses meilleurs atours. Ce journal revendique encore aujourd'hui la connaissance de tout ce qui concerne l'économie islamique et le marché halal. Et donc si vous travaillez sur le sujet, sur le marché ou la norme, eh bien votre publication en anglais ou votre projet international sera très certainement examiné par l'un de ses membres, ce qui explique peut-être pourquoi je suis un peu à la diète en ce moment. Voici une image des liens entre les experts du marketing islamique britannique, qu'on voit ici en haut, et les Émirats arabes unis. Donc les Émirats financent le rapport annuel publié par Thomson Reuters, une des firmes les plus puissantes en matière de communication, de la connaissance et notamment de la connaissance scientifique. Et ce rapport Thomson Reuters donc, est publié chaque année et donc donne les grandeurs de l'économie islamique globale, ce qui permet donc aux Émirats de contrôler l'information sur ce marché. Alors certains s'étonneront que les frères musulmans ou assimilés soutenus donc par le Qatar travaillent avec des gens des Émirats arabes unis, lesquels ont classé la confrérie parmi les organisations terroristes. La réponse est assez simple. Les logiques commerciales internationales sont indépendantes assez largement des logiques géopolitiques. Il suffit de visiter les grandes expositions halal pour voir que tout ce petit monde, dont les États se font parfois la guerre, peuvent très bien se parler et faire affaire. Voilà pour les grandes étapes d'extension du marché halal. Deux questions se posent. Le marché halal est-il musulman? Et de quel genre d'islam est-il le produit? Alors ceux qui ne connaissent pas le marché pensent spontanément que le marché, qu'il est activé par des musulmans pour des musulmans.
En réalité, dans la plupart des cas, ce sont des entreprises non musulmanes qui font tourner la machine, mais ce sont des groupes musulmans qui donnent les instructions. On peut se représenter cela à partir du schéma classique des facteurs de production. Donc une entreprise a besoin de plusieurs facteurs de production, des ressources naturelles, du travail, du capital, de la connaissance, du savoir. Et chaque entreprise va donc négocier ses besoins sur plusieurs marchés, le marché de l'immobilier, le marché du travail, la banque, etc. Et il existe donc un marché de la certification religieuse, de la certification halal, les standards et les accréditations, sur lequel l'entreprise va pouvoir s'approvisionner pour halaliser sa production. Ce marché de la certification est totalement libre et privé. Il n'y a pas de barrière à l'entrée, pas d'accréditation religieuse. On y trouve donc des acteurs privés qui vendent leur crédibilité religieuse, ils vendent leur piété. Plus le marché est compétitif, plus les barbes et les camises sont longs, si vous voulez. Ce marché est compétitif, très instable, car les certificateurs s'accusent mutuellement d'être faux. Les certificats sont donc très sensibles à la réputation. Cette instabilité vient de ce que ce marché de la certification est lié au marché de l'offre religieuse, pour reprendre les termes d'Adam Smith. Donc sensible aux questions de représentativité et de légitimité politique du culte. Par exemple, en France, le standard halal de la mosquée de Paris a vu sa réputation ternie par les attaques de ses compétiteurs et opposants, même si en termes techniques, ce standard n'était pas vraiment différent de ceux de ses opposants. Le marché est instable, compétitif et imprévisible. Malgré les affaires de faux halal, les consommateurs ne sont pas dissuadés de chercher du halal, donc les affaires continuent. Et la raison est que le système halal est autoréférentiel. Les acteurs musulmans agissent à 3 niveaux stratégiques. Même si la force de travail, si les capitaux, les machines à fabriquer, à distribuer du halal ne sont pas musulmanes, les musulmans sont les propriétaires de la norme parce qu'ils sont les propriétaires du discours public sur la norme. Et la raison est qu'ils contrôlent ce discours au niveau de la production, de la régulation et de la consommation. Ils animent des associations de consommateurs musulmans qui apprêtent ces derniers à choisir du halal, certifié, qu'ils certifient, et ils acclimatent la société au halal grâce à leurs agences de marketing islamique. Pour résumer, les produits et services du marché halal global sont conçus et coproduits par des industries et un petit nombre d'individus qui ont un rapport à la norme que je qualifierais de fondamentaliste, en ce qu'ils mettent en avant une vision légaliste, l'islam est un ensemble de règles, littéraliste, le texte doit s'appliquer à la lettre, dogmatique, le texte est sacré et il recouvre une seule interprétation possible, et intégraliste, il s'applique à tout, en tout lieu et tout le temps. En France, ce marché intéresse les frères musulmans, mais la concurrence est encore un peu faussée en raison d'une forte intervention de l'État en faveur de quelques mosquées qui sont rigoristes mais pas attachées à la confrérie. Alors, on a vu que le périmètre du marché des biens et des services halal s'est élargi dans les années 2000. Mais cette offre en extension rencontre-t-elle une demande en France, où l'on connaît surtout les boucheries et les supermarchés halal? Quel est le périmètre mental du halal chez les consommateurs en France? Les consommateurs réguliers de produits halal sont-ils musulmans? Alors, cette question peut paraître non pertinente à première vue. En réalité, elle l'est si on considère que, par exemple, la majorité des acheteurs américains de kasher sont non-juifs, par exemple. Est-ce que c'est le cas pour les produits halal en France? En France, les consommateurs réguliers de produits halal sont essentiellement musulmans. On le voit, d'après cette étude du Crédoc faite en 2012, 25% de l'échantillon des Français de plus de 18 ans ont déjà mangé halal. 7% l'ont fait de façon volontaire et plus d'une fois par semaine, et 8% des consommateurs le font pour des motifs religieux. Donc on voit une très forte correspondance entre les motifs religieux et le fait de manger halal plusieurs fois par semaine. Et si on considère les 8%, on tombe à peu près sur la population musulmane sociologique, c'est-à-dire celle qui est
de culture musulmane, d'origine musulmane, et celles bien sûr qui pratiquent. Alors en février 2017, on a interrogé en face à face 1083 individus et nous leur avons proposé plusieurs items, biens ou services, en posant la question suivante: selon vous, tel aliment ou tel service doit-il être forcément halal? Il y avait 3 réponses: oui, ça se discute, ou non, ça n'a pas besoin d'être halal. Donc une enquête d'opinion et pas une enquête sur les pratiques d'achat. Pour la viande et les produits carnés, la quasi-totalité pense que ces produits doivent être halal. Alors c'est assez logique puisque la population qu'on avait ciblée, c'est une population de culture musulmane et de pratiques musulmanes. Plus du tiers des personnes interrogées pensent que les plats cuisinés sans viande doivent être halal. Pour les aliments en général, on obtient des scores élevés. Près de la moitié pensent qu'ils doivent ou peuvent être halal. Un tiers des personnes qui consomment régulièrement halal pensent donc que les hôtels ou le tourisme doivent ou peuvent être halal. De façon générale, un tiers des personnes interrogées se montrent soucieuses de la licéité des produits de consommation courante, mais aussi de celle des espaces comme les hôtels, les services, le tourisme. Ces chiffres montrent que la population musulmane en France est sensible au message promotionnel du marché halal et à son slogan « l'Islamic way of life », l'islam comme mode de vie. L'impact de 30 ans de halal market, de marché halal sur les normativités islamiques. La nourriture des gens du livre est licite, on ne peut pas aller évidemment contre un verset coranique, mais elle n'est halal que sous contrôle musulman. La norme la plus stricte et la plus sévère tend à être considérée comme la plus islamique. On est passé de la pureté rituelle à la pureté industrielle, ça veut dire que l'arbitrage n'est plus fait par les autorités religieuses, mais par un système d'accréditation qui échappe à la fois au marché et aux religieux. De tout ce qui n'est pas interdit, on est passé à tout ce qui n'est pas interdit et permis, on est passé à tout ce qui n'est pas permis ou juste suspect n'est pas halal, donc prohibé. Les stakeholders, les acteurs économiques et les institutions de réglementation internationale admettent que les besoins des consommateurs musulmans doivent être pris en compte conformément à la loi islamique, de la banque à la consommation quotidienne. Et enfin, le marché halal est un écosystème auto-référentiel. Voilà, je vous remercie.